Et donc, on va continuer, là, on va continuer le cours de Node.js. Voilà. Donc, premièrement, on va voir quelques notions de fonction. D'accord. Donc, celle-là, c'est une fonction qu'on a vue l'autre fois. C'est une fonction de somme et produit. Donc, est-ce que vous avez fait cet exemple-là? Donc, bon, ces fonctions-là, on a ajouté normalement un fichier qui s'appelle, je pense, ou F1, l'autre fois. Donc, cet exemple-là, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est comment l'utiliser et le réutiliser dans d'autres fichiers. D'accord? C'est ça le principe. Donc, premièrement, je vais refaire l'exercice. Premièrement, on a entré dans... Donc, j'ai créé un dossier et je vais mettre Mern, par exemple, ça c'est le dossier Mern, et par la suite, on va créer le projet. Pour créer le projet, je vais essayer d'entrer avec Visual Studio Code. Voilà. Maintenant, je suis dans Visual Studio Code et en même temps dans la racine du dossier, c'est-à-dire Mern. D'accord. Après, je vais essayer d'ouvrir le nouveau terminal, New Terminal. Comme ça, je peux créer ce que je veux. Je vous conseille de cliquer sur menu File et cocher Autosave. Autosave, c'est-à-dire c'est sauvegardé de manière automatique, normalement. Donc, pour ne pas avoir des problèmes c'est-à-dire si on n'enregistre pas le fichier directement. Donc, donc, oui. Déjà, ok. Donc, c'est quoi la première instruction qu'on a fait? C'est de créer le fichier de configuration. Donc, on a fait quoi? On a fait npm. Le fichier de configuration .json. Comment on l'a fait? npm, très bien, npm init moins y. -y. Très bien, y, entrée. Voilà, donc npm, et directement, le fichier de configuration qui s'appelle package.json va se créer directement. D'accord. Donc, une fois c'est créé, on va essayer d'ajouter un fichier, par exemple, qui s'appelle f ou fonction, ce que vous voulez. Donc, par exemple, les fonctions .javascript, donc JS, pardon. Donc, on a travaillé avec JS. Donc, JS, voilà. On va essayer de créer des fonctions. Donc, la fonction somme et la fonction multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour créer la fonction? Donc, je vais définir function et le nom de la fonction somme. Je vais ajouter les arguments et j'ouvre les parenthèses. C'est la forme d'une fonction. Normalement, la fonction, on met function et je vais faire le nom de la fonction, le nom de la fonction. J'ajoute en général les arguments A, B, et ainsi de suite, et autant d'arguments que je veux. Et là, c'est le contenu. Je peux mettre return. Return, ça veut dire c'est retourner c'est-à-dire le résultat vers l'extérieur. D'accord. Donc, une fois j'appelle le nom de la fonction, il va me répondre par ce qui se trouve dans return.
D'accord. Bien, donc à l'intérieur de la somme, qu'est-ce que je dois faire? Donc premièrement, je vais définir deux arguments, par exemple, qu'on a dans le cours. Voilà. Après, qu'est-ce que je dois faire ici? C'est return A plus A plus B. B. Parfait. Donc celle-là, c'est une fonction de la somme. Si je veux ajouter d'autres arguments, par exemple, je veux faire 3 plus 5 plus 10. Donc on a trois arguments. À ce moment-là, je dois ajouter un argument dans la... Donc je peux mettre C, par exemple, et à ce moment-là, j'ai le droit de mettre return A plus B plus C. Ça passe. D'accord? Donc je reste toujours avec deux arguments. Donc ça, c'est une manière comment créer une fonction, comment définir une fonction en utilisant function et le nom de la somme. Deuxième manière, comment définir une fonction, on l'appelle les fonctions fléchées. C'est-à-dire que c'est une fonction fléchée, c'est-à-dire j'ajoute une flèche. D'accord? Donc pour créer cette fonction-là, je peux mettre une constante. C'est une constante ou variable, ce que vous voulez. Je peux ajouter, par exemple, produit, prod ou produit. Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Égal. Donc, produit égal. Et je peux définir les arguments directement. Et par la suite, je vais mettre une flèche comme ça, et j'ouvre les parenthèses. Voilà les accolades. Très bien. Donc, return A fois B, et voilà. Donc, celle-là, c'est une autre manière comment définir plutôt une fonction. Voilà. C'est bon, il est dit. Je vais essayer de définir la même chose pour la fonction somme. Donc, comment je peux la mettre? Comment je peux la définir en tant que fonction fléchée? Donc, je peux définir, par exemple, une constante ou variable. Je peux prendre le nom de la fonction, c'est somme, je vais la mettre ici, et je vais mettre égal. Après l'égalité, je dois définir les arguments, tout simplement. Donc, je vais mettre les arguments de la fonction ici, virgule B, et je vais mettre flèche. Flèche. Et par la suite, je vais prendre la totalité du contenu de la fonction ou du corps de la fonction et je vais la mettre ici. Donc, return A plus B. D'accord. Donc, cette définition, c'est la même chose que la définition de la première passe. Donc, ça, c'est une fonction définie de la manière standard. D'accord. Celle-là, c'est la définition nouvelle. C'est-à-dire on les appelle les fonctions fléchées. D'accord. Voilà. Donc ici, je peux mettre ici un commentaire fonction fléchée pour le produit. Pour le produit. Voilà, du produit. Très bien. Après, à ce moment-là, je peux faire, par exemple, pas dans l'output, mais dans le terminal, si je veux, donc si je veux exécuter cette fonction-là, qu'est-ce que je dois faire? Node, le nom de fichier. Très bien, node, le nom de fichier tout simplement, ça passe. Donc il n'y a pas d'erreur, donc ça marche. Il n'a rien retourné, pourquoi? Parce que j'ai pas appelé les fonctions. Donc, pour appeler les fonctions, je peux mettre console.log et je peux mettre la somme de
de quelque chose. Donc, je peux mettre par exemple 5, 6, par exemple. Voilà. Je peux ajouter console.produit, donc console.log. J'appelle le produit de deux variables. Donc, je peux mettre par exemple 10,5. D'accord. Donc, console.log, c'est tout simplement pour afficher dans le console, d'accord, la somme de 5 et 6 et le produit de 10, 5. Donc, je vais taper Node. Voilà. Il me donne directement 11 et 50. D'accord. C'est bon? Parfait. Si je veux par exemple ajouter du commentaire au lieu d'une constante, d'accord, dans le résultat. Par exemple, ici, j'ai comme résultat 11 et 50. 11 et 50, ça ne donne pas la réalité. On sait quoi? D'accord, donc je peux ajouter dans console.log un commentaire ou là une constante ou là un string, une chaîne de caractères, et je peux mettre la somme de 5 et 6 égale, par exemple, comme ça, et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Dans le résultat, je peux trouver la chaîne de caractères qui sera affichée, la somme de 5 et 6 égale à 11. C'est plus parlant que seulement la variable. C'est-à-dire le résultat. Donc, je peux ajouter une chaîne de caractères, une autre chaîne de caractères. Ici, c'est le produit de, par exemple, 10 et 5 égale. Je peux exécuter Node et le fichier, et à ce moment-là, il va me donner directement la somme de 5 et le produit de 10 et 5, c'est 50. Très bien, donc ces deux fonctions-là, elles sont locales ou globales? C'est-à-dire, est-ce que ces fonctions-là, je peux les réutiliser dans d'autres fichiers ou non? Normalement, je ne peux pas les réutiliser. Par exemple, je peux cliquer, ou là, je peux créer un autre fichier, je peux le nommer app.js, c'est application.js. Et si je prends console.log, celui-là, CTRL-C, je vais taper CTRL-V. Console.log, la somme de 5 et 6. J'appelle la fonction somme que j'ai précédemment définie dans le fichier fonction.js. Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, pour tester ça, je dois mettre node, j'appelle app.js. Qu'est-ce qu'il me donne? Je vais voir, c'est-à-dire le problème. Ici, console.log, reference error, c'est-à-dire voilà l'erreur de référence, la somme is not defined. C'est-à-dire que la fonction somme n'est pas définie dans ce fichier-là. Donc, on ne peut pas réutiliser, c'est-à-dire les fonctions et les variables d'autres fichiers. Il y a une manière comment les mettre générales et les réutiliser à l'aide de ce qu'on va voir maintenant. C'est là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Je dois ajouter ce qu'on appelle module.export. Module.export, ça veut dire que je vais exporter ce module-là. Chaque fichier s'appelle module. Donc, module.export avec S, parce que je peux avoir plusieurs exports et non pas un seul, égal, et je dois ajouter les noms des fonctions que je dois les mettre globales, c'est-à-dire ils peuvent être utilisés et réutilisés dans d'autres fonctions. Pour les réutiliser, il y a une autre manière, ça c'est, je peux mettre module.export somme, c'est-à-dire à la fin, je peux directement ajouter dans chaque fichier export.somme, export.produit, par exemple. Je peux le faire, donc je peux faire cette méthode-là comme je peux faire la première méthode.
Ça, c'est pour exporter. Et à ce moment-là, ces fonctions-là vont être mises dans le global, c'est-à-dire dans la RAM, pour les réutiliser dans tout le projet. Je peux même, troisième syntaxe que je peux utiliser, je peux mettre module.export dès le départ égal, et j'ajoute les accolades et je mets la totalité des fonctions à l'intérieur de module.export. Pour moi, je préfère celle-là ou soit celle-là. Celle-là, c'est la plus utilisée. Donc, je peux ajouter module.export. Donc, je vais la faire. On doit le faire ensemble. Donc, ici, je peux mettre module, voilà, point export, voilà, module.export, et je dois mettre égal, j'ajoute les accolades, j'ajoute les fonctions qu'on peut les mettre c'est-à-dire dans le global. Et voilà. Donc maintenant, module.export, c'est comme si j'ai exporté la somme et produit pour le réutiliser plus tard. Voilà. Donc module.export. Bien sûr, je peux exporter la fonction que je veux. Je peux, par exemple, produit, je ne veux pas l'exporter, je peux la supprimer. Et je peux exporter seulement la somme. Ça ne pose aucun problème. Mais si je veux réutiliser le produit, ça ne va pas marcher. Donc, je vais essayer de les mettre les deux. Voilà. C'est bon? Très bien. Ça, c'est pour exporter la fonction. Pour l'importer, c'est-à-dire pour l'utiliser dans les autres fichiers ou dans les autres modules, il suffit de taper une constante, par exemple, je vais utiliser la somme ou la somme est produit et je dois ajouter require. Require, c'est comme import. Require, c'est-à-dire je vais les récupérer à partir de la fonction. Donc, bien sûr, on met toujours point slash. Point slash, c'est pour la racine. D'accord? C'est pour entrer dans la racine. Très bien. Donc, je vais essayer de l'appliquer. Donc, je vais supprimer les deux. Je vais mettre CTRL-X pour supprimer les consoles. D'accord? Parce que je ne vais pas les utiliser dans ce fichier-là. Et dans App, je vais coller CTRL-V pour coller les deux affichages. Donc, pour que ça soit correct, je dois récupérer les deux fonctions c'est-à-dire du fichier fonction.js. Donc, premièrement, je dois taper constante et je mets les accolades. J'appelle les noms des fonctions. Donc, somme, virgule, produit, par exemple. Et je peux mettre égal require. Et directement, je peux mettre slash, point, slash. Une fois que je mets point slash, c'est-à-dire il va lire toute la racine. Voilà, toute la racine. Et à ce moment-là, il va trouver function. D'accord, sans mettre .js. D'accord. Il suffit d'appeler seulement le nom de fichier sans ajouter .js. Et à ce moment-là, je vais voir si ça va marcher ou pas. Donc, je vais taper tout simplement node app. Voilà. Le résultat s'affiche sans problème. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En général, cette somme-là et produit-là sont déjà prédéfinis dans ce fichier-là, fichier fonction.js. J'ai défini voilà, une fonction de somme et une fonction du produit. D'accord? Et à l'aide de module export,
que j'ai exporté ces fonctions-là, je peux les réutiliser dans les autres fichiers à l'aide de l'appellation somme et produit et require de la fonction. C'est-à-dire, j'ai récupéré la somme et le produit de fichier fonction.js. Supposons que j'ai oublié produit et j'ai mis seulement somme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai récupéré, require, j'ai récupéré à partir du fichier fonction, j'ai récupéré que la méthode somme, la méthode ou la fonction. Donc si je tape node, il va me donner bien sûr une erreur. Pourquoi? Parce que la fonction produit n'est pas connue. Voilà, le produit n'est pas défini. Donc, soit je dois la redéfinir ici, ou je l'appelle, ou je la récupère à partir de la fonction function.js. Donc, à ce moment-là, je peux l'ajouter ici, produit, et ça passe. D'accord, vous avez compris le principe. Donc, je vais essayer de taper node app, et ça passe. Donc, voilà, c'est bon. Donc, à retenir, pour exporter des fonctions, j'utilise module.export et je mets ici le nom des fonctions que je peux les réutiliser dans le projet. Pour utiliser les fonctions dans ce fichier-là, il suffit d'ajouter require function. Bien sûr, par la suite, on va utiliser aussi import. Import, ça se passe, c'est-à-dire on peut l'utiliser. Il suffit de faire une modification dans le package.json. Par la suite, on va le faire. Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu la même réponse? Bien sûr, non. C'est pas grave. Très bien. Donc, je vais essayer d'avancer. Donc, on peut aussi renommer vers les éléments exportés. Non, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai ajouté un alia pour la fonction somme. Je l'ai nommé addition. D'accord? Donc, puisque j'ai mis addition de point somme, ça veut dire que lorsque je vais utiliser c'est-à-dire le nom de la fonction, je dois utiliser le mot addition et non pas somme. D'accord? Je peux le faire. Je vais faire ça de manière pratique. Donc, au moment où je veux exporter, donc la somme, je peux utiliser le mot anglais sum, par exemple, 2.sum. D'accord. Produit, je peux mettre en anglais product, 2.produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai donné un autre nom qui peut être réutilisé dans les autres fonctions. D'accord? Donc, c'est une notion pour changer même la langue, je peux faire ce que je veux. Et à ce moment-là, pour réutiliser ces deux fonctions-là, donc au lieu de mettre somme, je vais mettre sum. C'est l'alia, prod ou la product.
product et voir est-ce que ça va marcher ou pas. Ça marche pas, donc sum is not defined. OK. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Les produits. Product. OK, donc ici j'ai mis sum. Sum et produit. Vous n'avez pas changé le console.long que somme au produit. Ici, alors sum ici. Non, app.js. .js, oui. Console.log, la classe somme de 5 Ah oui, ici, c'est vrai. sum. Ah oui, tu as raison. Ici, je n'ai pas redéfini les noms des fonctions. Merci. Donc, product, get app, pardon. Donc, node app, et voilà. Donc, ça passe. Donc, actuellement, j'ai essayé de changer les noms des fonctions à l'aide de l'alias, les alias. Donc, j'ai mis ici sum de points et product de points. Donc, ça, c'est faisable. C'est bon? Good. Donc, on va voir quelques notions de base aujourd'hui aussi sur les notions de base du JavaScript. Donc, les fonctions fléchées, normalement, ils sont définis dans ce qu'on appelle ES6 ou la ECMAScript 6. C'est là où ils ont ajouté la version des fonctions fléchées. Donc, pour les utiliser, je peux ajouter par exemple le nom de la fonction égale et j'ajoute les parenthèses. Les parenthèses représentent les arguments de la fonction, le contenu des arguments. Ça, c'est une fonction qui n'a pas d'argument. Et j'ajoute une flèche et les accolades. Je peux mettre des paramètres ici, un seul paramètre. Je peux mettre plusieurs paramètres à l'intérieur de la fonction. D'accord? Si par exemple je veux cette fonction-là, je veux la rendre comme une fonction standard. C'est que la fonction standard, comment il a été défini? Donc tout simplement, si je veux la faire, je vais essayer de prendre texte. Là est défini comme suit. La couleur jaune. Donc c'est comme si je vais mettre function, c'est le nom de la fonction, c'est-à-dire j'ajoute function et je passe le nom de la fonction sans paramètre, entre parenthèses. Donc c'est comme si je vais supprimer cet égal-là et j'ajoute tout simplement les accolades. Et voilà. Donc celle-là, c'est la même chose que cette fonction fléchée. Donc pour faire la fonction fléchée, ils ont supprimé c'est-à-dire function, le mot-clé function, et ils ont ajouté le retour, c'est le type de retour, plus ou moins, et function sans paramètre, ils ont ajouté ici, ils ont décalé les parenthèses, et ils ont mis égal, et ils ont ajouté flèche, tout simplement. C'est clair? Vous avez compris la manière comment ils ont changé d'une fonction standard aux fonctions fléchées. Donc c'est à vous de voir, soit vous utilisez les fonctions fléchées ou les fonctions standards, ça pose aucun problème. Ok, passons maintenant pour les retours d'une valeur. Comme vous le savez tous, on met la fonction
et dans les accolades, on fait return, c'est-à-dire le retour le résultat. D'accord? Ici, ils ont dit que pour les fonctions fléchées, si le corps de la fonction ne contient qu'une seule expression, d'accord, vous pouvez omettre les accolades et le mot-clé return. Donc directement, je peux mettre constante, par exemple carré, égale les variables, ou les arguments, flèche, directement x fois x. Donc sans mettre les accolades, sans mettre return. D'accord? Ça, c'est l'écriture abrégée. Je peux le faire. Donc, si je passe dans mon projet, puisque ici, on a mis, par exemple, produit, voilà, produit, constante produit, A, B, flèche, j'ai mis les accolades, return A fois B. Et là, comme vous voyez, on a une seule ligne dans le corps. Ça, c'est le corps de la fonction. Donc, je peux supprimer les accolades et ça passe, normalement. Après, je vais supprimer return. Ça va marcher. D'accord? Donc, c'est-à-dire lorsque je mets run, il va lire cette ligne-là, il va trouver constante produit, le type de retour, et égal AB, flèche, fois B, il va changer vers return, c'est-à-dire A fois B, c'est le résultat de retour, le retour de résultat. Donc, lorsque je vais taper node.js, entrer, il va me donner le même résultat. Donc, ça passe. D'accord? Parfait. Les fonctions anonymes sont souvent utilisées pour créer les fonctions anonymes de manière concise. Donc, pour les fonctions fléchées anonymes, on peut les mettre comme ça, sans problème. Donc, la même chose. Vous n'avez pas encore vu les fonctions anonymes dans Java. Vous les verrez une fois vous passez vers Swing. Vous connaissez Swing. C'est-à-dire, vous pouvez faire des interfaces avec des menus et tout, avec des boutons. Je peux cliquer et vous pouvez voir les événements. Donc, les événements de clic, ce sont des fonctions à l'intérieur d'autres fonctions. C'est pour ça qu'on les nomme fonctions fléchées, fonctions anonymes. D'accord? Les fonctions anonymes, en général, ce sont des fonctions qu'on n'aura pas besoin de son nom. Le nom, c'est pas intéressant. D'accord? Et voilà. OK. Passons maintenant vers les loops. Les loops, c'est-à-dire les boucles en français. Ici, j'ai défini un tableau de type constante et j'ai mis A, par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 5 et je vais les afficher. Je dois retourner ce résultat-là de manière directe. Pour le faire, vous connaissez for, la boucle for. For représente c'est-à-dire pour chaque for each, c'est-à-dire pour chaque élément de tableau, vous essayez de l'afficher ou vous pouvez faire, c'est-à-dire des opérations. Donc, pour le faire, on a plusieurs manières pour les afficher. On peut utiliser a.forEach. Donc, je prends le nom de tableau et j'ajoute .forEach, c'est-à-dire pour chaque élément. Donc, pour chaque élément, affichez-moi console.log element. D'accord? C'est une méthode réduite, d'accord, pour afficher le résultat du tableau. Deuxième manière, c'est a.forEach et j'ai mis function x console.log x. Donc cette méthode-là, c'est la même chose que cette méthode-là, seulement c'est une fonction standard, c'est une fonction anonyme. Celle-là, c'est une fonction fléchée qui ont la même
c'est-à-dire les mêmes résultats. Je vais essayer de la faire de manière rapide. Donc, je vais créer un autre fichier. Je vais mettre les bases.js, les bases de JS. Et je vais définir slash pour commentaire, pour comprendre. Ça, c'est les loops ou les boucles en français. Les boucles. Donc, pour les boucles, on va définir bien sûr une matrice. Donc, je vais la mettre sous forme de constante A. Je vais définir le contenu de ce tableau-là. Donc, je peux mettre 1,2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, pour l'afficher, je vais essayer de faire sortir ce tableau avant les boucles. Voilà. Donc, pour définir les boucles, je peux taper directement point for each. Donc, for each. Et je peux définir pour chaque élément, ou ce que vous voulez, flèche. Voilà, donc à ce niveau, je peux mettre tout simplement console.log element. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai mis pour chaque élément du tableau A. D'accord? OK. Donc, pour afficher le résultat, je vais mettre node et je tape le nom de fichier, base.js, et directement, il me donne 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le résultat. Donc, ça passe. Donc, ça, c'est une manière comment afficher les éléments de tableau. OK? Les autres, c'est bon? D'accord. Donc, deuxième manière pour faire la notion de loop ou de boucle, on peut mettre for. Et à l'intérieur, je peux définir, voilà, je peux définir let pour chaque index de 0 jusqu'à a.length et je tape index plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque indice qui commence par 0 jusqu'à a.length, ça veut dire c'est une méthode qui va récupérer la taille de tableau. Bien sûr, la taille de tableau, c'est 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, il va me faire retourner 5. Mais les indices d'un tableau commencent par 0 dans JavaScript. Du coup, si je calcule les indices, 0, 1, 2, 3, 4, et non pas 5. C'est pour ça qu'on a mis ici a.length et on a mis strictement inférieur pour que 5 ne figure pas pour le résultat. Index plus plus, c'est pour l'incrémentation, tout simplement. Et la même chose, je peux mettre console.log A et l'index. Donc, je vais essayer de taper ça dans mon corps, le corps de ma fonction, voilà, de mon fichier. Donc, deuxième, ça c'est la première loop. Deuxième méthode. La deuxième méthode avec la notion de for. D'accord? Celle-là, c'est la première méthode.
Première méthode avec for each. OK. Deuxième méthode, avec for, qu'est-ce que je dois faire? Je peux mettre for pour chaque élément. Ici, je peux mettre let. Let, c'est pour définir l'indice. Donc, je peux mettre i égale à 0, point virgule, et je peux définir i strictement inférieur à point length. Et voilà, directement, il vous donne c'est-à-dire le choix de length. Je clique là-dessus. C'est la taille de tableau. Et je peux mettre i++, là, plus. Voilà. J'ajoute les accolades. Et je tape console.log. Ou directement, OK. Donc, console.log. Et je tape le nom de tableau, c'est A, crochet, tout simplement. A, crochet, I. Ça, c'est la deuxième méthode, comment afficher les éléments d'un tableau. Bien. Donc, je vais essayer de taper node pour exécuter le fichier, node des bases. Voilà. Je tape entrée, donc directement, il affiche 1, 2, 3, 4, 5 pour le premier, c'est-à-dire la première méthode, et les 1, 2, 3, 4, 5 pour le deuxième. Voilà. Donc les deux marchent bien. Donc on a for each, ce sont des boucles qui, pour lire le contenu d'un tableau. Donc, troisième méthode, on peut utiliser do et while, et simplement while. While, c'est-à-dire, tant que x est supérieur à 0, je vais afficher. Ici, faire ce choix tant que x est supérieur à 0. C'est quoi la différence entre while et do while? D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la do, while et while? Une opération, hein? Très bien. Merci. Donc, ça, c'est une réponse très importante. C'est que do while, c'est-à-dire, je peux faire l'opération et par la suite, je vais faire la vérification. While, c'est une vérification. Et là, c'est while, ça veut dire il faut vérifier la condition avant d'exécuter. Prenons maintenant l'exemple concret. Supposons qu'on va faire ce projet dans une voiture connectée, par exemple, ou drone. Et je veux mettre while, ça veut dire vérifie-moi s'il y a un obstacle. La voiture va marcher comme ça et je vais mettre un obstacle. Si j'utilise do while, qu'est-ce que ça veut dire do while? Ça veut dire faire un pas, marcher, et après tu vérifies. Marcher, et après tu vérifies. Marcher, et après tu vérifies. Donc, marcher, je peux entrer dans l'obstacle, là, je peux frapper l'obstacle, après je vais vérifier. D'accord? Donc, si on a cet exemple-là, c'est-à-dire des obstacles pour la sécurité, je dois mettre la vérification avant l'exécution. Donc, while après while, ça veut dire testez-moi la condition avant de marcher qui sera correcte. Pourquoi? Parce que, par exemple, la voiture va marcher. Avant de marcher, je dois vérifier. Donc, c'est while.
vérifier, vérifier. Une fois il arrive à l'obstacle, il va vérifier, il va trouver que l'obstacle est proche. Du coup, il va s'arrêter. D'accord, vous avez compris le principe. Donc celle-là, on l'utilise dans les choses de sécurité. D'accord. Par exemple, si je veux faire, par exemple, vidéoconférence. Les vidéoconférences, ça veut dire je vais parler avec quelqu'un avec vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il est important? Est-ce que l'importance, c'est la vidéo, du contenu, ou c'est pas important? Seulement pour vous expliquer la différence entre do while et while. Donc, si je veux utiliser while et do while dans la visioconférence, prenons le cas de while. While, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier l'Internet, il va vérifier la connexion, et après, il va envoyer, c'est-à-dire le package, c'est-à-dire l'image. L'autre, il va envoyer, et par la suite, il va vérifier. Vous avez compris la différence? C'est pour ça il y a des fois dans l'Internet, s'il y a une coupure de l'Internet, dans le cas d'une coupure, qu'est-ce que vous remarquez dans les vidéoconférences ou les vidéos? Il y a une coupure et après, directement il y a la suppression des scènes, et par la suite, c'est comme si, par exemple, je mets bonjour monsieur, par exemple, je peux entendre seulement monsieur, et non pas bonjour. C'est-à-dire il y a une coupure. Tout simplement, il y a une suite, d'accord, des scènes qui vont se lancer sans la vérification. Mais si on vérifie, si je tape vérifier avant de lancer la scène, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre? Vous avez compris l'exemple? Donc, si je fais la vérification, une fois l'Internet coupe, il va attendre jusqu'on aura la connexion. Et du coup, on n'aura pas de coupure de scène, mais on aura un problème de latence. C'est-à-dire un problème on va attendre un peu pour voir la scène. C'est ça le principe. Vous avez compris l'idée? Voilà, donc c'est pour ça, des fois, on dit bonjour, je vais attendre un peu, jusqu'à ce qu'il va écouter bonjour, il va me répondre. Ça va décaler, un peu de décalage. D'accord? Ça, c'est-à-dire, il a vérifié que la scène a été bien affichée ou bien reçue, et à ce moment-là, il peut me répondre. Par contre, do, c'est-à-dire faire l'opération sans vérifier au départ. Donc, il y a une possibilité qu'on peut perdre dès que la scène, tout simplement. Voilà. Donc, faisons celle-là. Donc, ici, je vais taper, je veux afficher hello. D'accord. Donc, hello, 3 fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une variable, x est égal à 3, et par la suite, j'ai mis do, et j'ai tapé console.log hello, et j'ai décrémenté la x, puisque x, 3, 2 et 1, une fois il arrive à 1, à ce moment-là, il va s'arrêter. D'accord? Bon, c'est standard, je vais zapper. Des questions? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, je vous conseille de les refaire chez vous. Comme ça. J'ai une question. Oui. Dis-moi. علاش ما درناش const في outlet? Vous pouvez faire const. Non. Pas aucun problème. Ah, ok. Faire const. Ça ne changera rien. D'accord? Faire de place, c'est la même chose, tout simplement. C'est bon? Mais en général, je peux mettre const, c'est mieux. D'accord? C'est une constante, donc je peux mettre const. Ok. Les templates string.
Template string. Une question, s'il vous plaît. Oui, dis-moi. Je pense qu'on ne peut pas utiliser const. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de variable. On va l'incrémenter et décrémenter. Non? Et si même on utilise const, ça va nous donner une erreur lors de la compilation. On va faire ça. On va faire pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. D'accord? Donc, je vais faire let x est égal à 3. Je vais commencer par let et après on va changer par constante et on va voir est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que c'est vrai, constante, c'est une constante, on ne va pas la modifier. Donc, while x strictement inférieur ou inférieur à 0, c'est ça? Strictement supérieur, pardon. Strictement supérieur à 0. Tant que la condition est vraie, je dois mettre console.log. Par exemple, bonjour. Bonjour. Et après, je vais mettre x moins moins. Moins moins. Et c'est ça. Bon. Donc x moins moins, et je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre ça en commentaire pour ne pas encombrer l'écran. Voilà. Et je vais exécuter. Donc, cls. Donc, je vais taper node, base, bonjour, bonjour, bonjour. Si je tape constante, je vais voir si ça va marcher ou pas. Bien. Donc, il dit voilà, la constante ne marche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que x moins moins, qu'est-ce que ça veut dire? X moins moins, ça veut dire x equal x moins 1. Ça, c'est les décrémentations. Et ça veut dire que x va changer de valeur, ou là de variable. Du coup, ou là de valeur, pardon. X est égal à x moins 1, c'est-à-dire j'ai changé la valeur, alors que constante ne change pas de valeur. Pour ça, on met let ou var. Var, variable. Var, ça passe. Mais constante, là. Voilà, ça passe. D'accord? Donc, soit je mets var ou let, et non pas constante. Merci pour la remarque. Ok. Je passe. Les templates string. Template string ou on les nomme template literals. Et là, c'est d'ajouter les apostrophes de AltGR, je pense 7. AltGR 7, si vous avez AZERTY. Donc, on met ça tout simplement pour mettre les variables à l'intérieur et le compilateur va entrer, il peut entrer dans ces variables littérales et exécuter les variables en mettant $ avec les accolades. Par contre, si je mets double apostrophe, par exemple, la simple apostrophe ou double apostrophe, ça ne va pas marcher. Le compilateur va comprendre va dire que c'est une chaîne de caractères et il n'y a pas de variable à l'intérieur. On les appelle backticks. Les backticks. Très bien. C'est bon? Perfect. Donc, ici,
Ça, c'est var. Donc, c'est pour les conditions. OK. Par exemple, je veux ajouter ici la même variable, la x, je veux l'afficher. Je vais mettre dollar et je vais voir si ça marche ou pas. Dollar et je vais mettre x. Bonjour, une fois. D'accord? Premièrement, il doit me donner bonjour 3 fois, bonjour 2 fois, bonjour 1 fois. D'accord? Normalement, ça ne va pas marcher parce que ce sont pas ça, c'est les apostrophes standards. Je vais exécuter et voir. Il me donne bonjour, dollar x fois, dollar x fois, dollar x fois. D'accord? C'est-à-dire que le compilateur n'entre pas dans cette zone-là, il va la considérer comme étant une chaîne de caractères. Donc, pour la considérer comme template littéral, je dois supprimer les apostrophes et je dois mettre les backticks. Voilà. Les backticks. Et à ce moment-là, le compilateur va comprendre que je dois entrer dans cette chaîne-là et voir s'il y a des variables ou pas. Donc, le dollar accolade veut dire qu'il y a une variable dedans. Donc, je vais réexécuter. Et à ce moment-là, il va les exécuter. Voilà. Bonjour 3 fois, 2 fois et 1 fois. C'est clair? Parfait. Donc, parmi les avantages de template string, il peut inclure dans les interpolations de variables que les variables peuvent être facilement incorporées dans la chaîne de sans concaténation. Multilingue, donc les templates strings peuvent s'étendre sur plusieurs lignes sans nécessité de caractères spéciaux. C'est-à-dire une fois j'ai mis backticks, je peux écrire c'est-à-dire la chaîne avec autant de lignes et ça pose aucun problème. D'accord? Donc j'exécute, voilà. Il va me donner bonjour 3 fois, bonjour 2 fois, sans problème. Mais si je mets les apostrophes, je dois faire les concaténations avec plus. Voilà, donc je reprends. Les expressions intégrées. Donc vous pouvez également incorporer des expressions JavaScript directement dans le template string. Donc je peux ajouter des expressions de JavaScript sans problème. Voilà. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous verrez ici? Donc, j'ai mis dollar A plus B. Dollar A plus B, c'est une instruction, ou là, c'est une somme qui se trouve dans JavaScript. Et à ce moment-là, dollar, c'est pour la variable, et à l'intérieur, une fonction. Et template variable va l'exécuter et me donner, il va me faire retourner le résultat, c'est 15. Good. Je passe. Le hoisting, c'est un phénomène qui se produit dans le code JavaScript. Normalement, au début, ils ont défini var. Et par la suite, ils ont défini let. La différence, c'est tout simplement pour éviter ce qu'on appelle le hoisting. Le hoisting, je vais l'expliquer ici. Voilà. Donc, je vais essayer d'ajouter une autre fonction. Un autre fichier base2.js vide. Maintenant, pour définir le hoisting, je vais
je vais donner un fichier, par exemple, une variable, par exemple, x est égal 5, par exemple. Je ne l'ai pas défini dès le départ. Par la suite, je peux mettre var x. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je vais voir, donc, node, base 2. Entrée, ça marche. Donc, je vais faire console.log pour bien voir si ça va marcher. Control.log, x. Directement, il me donne 5. Normalement, la logique, il faut définir la x au départ avant d'utiliser la x. Ça, c'est le normal. Alors qu'avec la notion de var, je peux la mettre là où je veux et ça marche. Ça, c'est un problème rencontré dans JavaScript. C'est pour ça qu'ils ont dit, on laisse la notion de var et ajouter deuxième notion qui bloque celle-là. D'accord? Donc, je vais mettre let et je vais réexécuter node. Qu'est-ce qu'il me donne? Une erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Not access before initialization. C'est-à-dire que je ne dois pas mettre la définition, c'est-à-dire l'instanciation avant l'initialisation de x. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il m'oblige, en tant que développeur, de mettre toutes les déclarations au début et non pas la mélanger avec le code en interne. Ça, c'est une notion qu'on appelle hoisting. Voilà. Donc, à ce moment-là, lorsque je tape d'exécution, il me donne 5. Donc, c'est ça la différence entre plus ou moins let et var. Donc, let me permet d'organiser le code. Et si j'oublie c'est-à-dire de définir une variable au début et je l'ai mis après, à ce moment-là, il va me donner erreur pour organiser tout simplement le code. Ça, c'est parmi les avantages de let. C'est pour ça qu'ils mettent let beaucoup c'est-à-dire, si je veux utiliser c'est-à-dire la définition des variables, on met plus ou moins let au lieu de var. Voilà. Maintenant, on a terminé la première partie, c'est-à-dire quelques définitions, plus ou moins les notions de JavaScript, qu'on va les réutiliser bien sûr avec Node, avec Mern ou avec React. Et maintenant, on va essayer de créer un serveur HTTP. Un serveur HTTP avec lequel je peux afficher ma première page dans un navigateur. Donc, pour le faire, je dois importer le module HTTP. Un module HTTP est déjà prédéfini dans le Node. Donc, pour le récupérer, je dois mettre var HTTP require HTTP. Donc, le module HTTP est déjà importé, voilà, et récupéré pour l'utiliser dans mon fichier. Et par la suite, je dois créer un serveur à l'aide de la méthode createServer. Et par la suite, si je veux afficher quelque chose, si je veux écrire un contenu de la réponse dans la page, je peux utiliser la méthode write et la méthode end. C'est la fin de la réponse, c'est la dernière réponse. Et listen, qu'est-ce que ça veut dire listen? Listen, ça veut dire, c'est comme si je vais créer un processus d'écoute. L'écoute pour afficher avec un port. Bien sûr, la méthode listen me permet de définir deux arguments. Le premier argument, c'est le port que je vais utiliser. Et le hostname, ça veut dire c'est le nom. Le nom de l'hôte
que je peux utiliser. Par défaut, quand on met localhost. Donc voilà un exemple très simple. Donc j'ai défini un fichier qui s'appelle serveur.js et j'ai récupéré le module HTTP et par la suite j'ai mis HTTP, c'est celui-là, http.createServer, c'est-à-dire je vais créer un serveur et j'ai mis une fonction pour utiliser deux arguments, request et response. C'est quoi request et response? Request, ça veut dire c'est les requêtes que je vais récupérer et la réponse, rest, c'est-à-dire les réponses que je dois afficher dans le navigateur. Donc j'ai défini Hello World et j'ai terminé les réponses, response, et j'ai ajouté un listen, une méthode listen avec le port que je vais utiliser et localhost. D'accord? Très bien. Donc, on va essayer de faire ensemble ce fichier-là. Donc, je vais taper server.js. On va créer ensemble le fichier qu'on va utiliser. Donc, server.js. Je vais récupérer, par exemple, let http equal require. Je tape le module HTTP, je vais le récupérer. Maintenant, le module HTTP, je peux l'utiliser dans mon fichier. Pour l'utiliser, je vais l'appeler HTTP et point. Je peux mettre create server. Et dans ce serveur-là, je peux définir, ça c'est create server, et par la suite, je peux cliquer sur point, je vais mettre listen. C'est la méthode complète. C'est ce qu'on va faire, http.createServer.listen. Donc le contenu, je dois définir dans le contenu ce qui sera affiché et aussi le port, d'accord, à afficher. Donc je vais prendre par exemple donc je vais mettre localhost, localhost, ça c'est le nom, deux points. Par exemple, je vais définir le port 3000. D'accord. Pour afficher mon serveur. Normalement, il n'y a rien. Il n'y a rien à afficher. Et aussi, le serveur n'est pas encore créé. Donc, premièrement, pour mettre en place un serveur de notre page web, de notre site web, je dois définir premièrement le nom de l'hôte, le nom du serveur, le port qu'on va utiliser et le contenu de la page. C'est clair? Donc, pour faire tout ça, dans listen, je dois ajouter, je dois voir, je dois cliquer là-dessus. Alors, vous mettez la souris sur listen. Qu'est-ce qu'il vous donne comme méthode? Donc, serveur, il faut de commencer par port et hostname. D'accord? Et une fonction de retour. C'est une fonction de retour par la suite. Donc, je peux définir un port, 3000 par exemple, virgule, et je peux ajouter localhost. Donc, localhost, tout simplement. Donc, si je tape node server.js, entrée, je vais voir ce que ça donne. Ça passe. Donc, lorsque je tape OK, normalement, le serveur va être créé et je dois définir le contenu du serveur. Donc, ici, dans create server, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois définir, voilà, ça c'est l'exemple qui ont
que l'on met dans le help. Donc, il faut définir une fonction avec deux arguments, c'est les requêtes et les réponses, et write. Write here, c'est l'entête, je vais faire seulement write, et and. Donc je vais définir. Donc, vous voulez travailler avec les fonctions fléchées ou les fonctions standards? Fléchées, d'accord. Donc, je dois fléché. les parenthèses et je dois mettre rec ou request, virgule, response. Voilà. Je vais ajouter la flèche et je tape les accolades. Et voilà. Pour la réponse, je dois mettre response.write et je peux mettre bonjour tout le monde. Voilà. Je dois ajouter response.end. Response.end. Voilà. Donc, http.createserver, c'est créez-moi un serveur qui va récupérer l'input-output. Ça, c'est l'entrée et sortie. D'accord? Et je vais afficher bonjour tout le monde et je termine. Et après, j'ai dimensionné ou j'ai défini c'est-à-dire le port d'écoute et le nom du serveur. Donc, je vais réexécuter. Donc CTRL-C, notre serveur. Et voilà, bonjour tout le monde, ça marche. Voilà. Donc, j'ai pu créer un serveur avec un nom et un port et le contenu. J'ai défini le contenu. Par exemple, si je veux ajouter d'autres contenus, il suffit de mettre ici response.write. Deuxième fois, write. Je peux ajouter ce que vous voulez. Par exemple, je vais faire le HTML, donc H1. Voilà, H1. Ça, c'est titre 1, par exemple. Voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche ou pas? Donc, je dois arrêter le serveur et l'exécuter, actualiser, et voilà. Qu'est-ce qu'il me donne? H1, titre 1, H1. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, dans write, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est une chaîne de caractères. OK. Non, bien sûr, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté dans le listen, le port, le nom du serveur, une fonction. Cette fonction-là, c'est quoi l'avantage de cette fonction-là? C'est quoi la troisième argument? J'ai mis une fonction. En fait, cette fonction-là, j'ai ajouté le console. Tout simplement, cette fonction va donner au responsable de serveur un message de retour, comme quoi le serveur a été bien lancé. Donc, il n'y a pas de message. Donc, je peux ajouter ici, virgule, et je peux mettre function, par exemple. Je peux ajouter console.log, par exemple, le serveur est bien lancé. Je ferme. Je ferme le serveur. Et voilà. Donc, j'exécute. Je réexécute le serveur. Voilà. Il me donne un message. D'accord. Comme quoi le serveur a été bien lancé.
Donc, cette fonction-là, ou la fonction de bas de troisième argument de listen, c'est tout simplement pour dire, c'est-à-dire dans le serveur, que c'est un message comme quoi le serveur a été bien lancé ou là. Je peux ajouter ici le nom du port, je peux ajouter ce que je veux. يمكن نديرو arrow function تما. Ah, oui, possible. اوكي. Donc, ça passe. Oui. Comme quoi, par exemple. Possible, possiblement. On va voir ça par la suite, là, ici. Bien sûr, ici, 3000 et localhost sont ce sont des variables fixes. On les nommait, on les ajoutait directement, mais je peux les extraire. Je peux les mettre au début, d'accord, et je peux mettre une constante, par exemple localhost, ou par exemple let, ou ce que vous voulez, le port, définir un port, et je vais mettre 3000 par exemple. Je peux mettre une constante, مثلا c'est-à-dire le host, equal, je peux mettre localhost, égale host. Je définis actuellement des variables au départ, et par la suite je peux supprimer ces 3000 et je peux mettre port, tout court. Localhost, je peux le supprimer et je peux utiliser la variable host. Et à l'intérieur de console.log, je peux ajouter le serveur a été bien lancé, je peux ajouter ici plus, je peux ajouter le port utilisé et le host, l'autre utilisé, host utilisé. Je peux le faire. Je vais exécuter, ou la réexécuter, voir ce que ça donne. Donc le serveur est bien lancé, 3000 et localhost. Ça passe. Je vais réexécuter et ça marche. Ça, c'est la concaténation des variables. Si je veux utiliser c'est-à-dire je veux intégrer le port et le host à l'intérieur du message, qu'est-ce que je dois faire? Les backticks. Les backticks. Backticks. Je dois mettre ici les backticks, donc c'est là. Et voilà. Et par la suite, le serveur a été bien lancé avec le port. Et je dois mettre ici $port, tout court. Dans le host, dans l'autre, 2 points, $host. Normalement. Je vais réexécuter, voir ce que ça donne. J'exécute le serveur. Voilà, le serveur est bien lancé avec le port 3000 dans l'autre localhost. D'accord, donc ça passe. Des questions? Perfect. C'est bon? Ouais.
Les trois, ça. واش واحد فيكم تلونسا le serveur تلونسا comme les serveurs ou là Très bien. Donc, good. Très bien. Donc, قبل ما نوصلوا لهنا passons maintenant vers ou là, ajoutons sur le point log HTTP pour voir avec HTTP qu'est-ce qu'il va m'afficher si je tape HTTP. Donc, je dois ajouter par exemple console.log au départ, console.log et je dois mettre HTTP. Très bien, donc je redémarre le serveur et je peux mettre node server. Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc le protocole HTTP, il m'a envoyé voilà, des connexions listeners, c'est-à-dire des écoutes, voilà, des listeners de connexion. ACL, il y a connect, le get, move, post, put, search, trace, delete, checkout. Ce sont des méthodes d'écoute. Il y a les status codes, et les codes de statut. Il y a 100, 200, il y a 300, les 400 et les 500, je pense. Voilà. Il y a même 500. Il y a aussi client request, une fonction, incoming message, outgoing message. Il y a le serveur, server response. Voilà, create server qu'on a utilisé. Ce sont des méthodes, d'accord, qu'on peut les utiliser avec HTTP. Très bien. Je passe. Donc, on a la méthode response.writeHead. WriteHead, c'est-à-dire, je vais écrire l'entête. Maintenant, je dois chercher WriteHead. Est-ce qu'il existe? Create server. Je ne sais pas, non, il ne me l'a pas donné. Ça, c'est create server. OK. Donc, response point, ça c'est avec l'argument response. Il est utilisé pour envoyer un en-tête de réponse à la requête entrante. Donc, comme vous savez tous, si je tape, par exemple, je veux ajouter index.html. Index.html, c'est un fichier HTML qu'on va le voir par la suite, voilà, la prochaine fois. Et je tape HTML5. Choisir HTML5. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne quoi comme texte? Il me donne premièrement le doctype, la balise HTML avec la fermeture de HTML. Ça, c'est comme il me dit que ce fichier-là, c'est un fichier du HTML. Voilà l'entête et voilà le body. Donc le body, c'est le corps de la page et le head, c'est l'entête. À l'intérieur de l'entête, il y a des messages qui vont être envoyés avec l'entête. D'accord? Ici, c'est les métadonnées, le titre et ainsi de suite. Donc, il y a response.writeHead, c'est-à-dire que je peux écrire l'entête. L'entête qui va être envoyée avec la page. Status code, c'est le code de statut. D'accord. Avec le code, je peux savoir quelle est l'erreur ou quel est le message envoyé avec la page. Donc, par exemple, 404, c'est quoi 404? C'est une erreur de serveur ou de client? De serveur. Et 500?
il y a le code 500 et plus, 501, 2, 3, et 400. Il y a le code 300 avec et 200. 200 c'est OK, je pense. 200 c'est OK. Ça veut dire que le message a été bien affiché. Exactement. Bien, donc je vais voir si j'ai supprimé normalement le code. Je vais voir ici. Exactement. Voilà par exemple 100, c'est continue, ça veut dire que c'est bon. Switching protocol, c'est je veux switcher, process, OK, OK, ça veut dire le serveur est bien affiché. Elle a bien affiché la page. La page a été bien affichée. C'est OK. 201, ça veut dire que la page a été créée. Accepted, ça veut dire c'est 202. Ici, on a beaucoup de messages. 300, voilà 300. Multiple choice. 302, ça veut dire found. See other. Temporary redirect, pour la redirection de manière temporaire. Quoi d'autre? Voilà 400. Bad request, ça veut dire que c'est une requête, c'est une mauvaise requête, ça veut dire que la requête, on a commis des erreurs à l'intérieur de la requête. 401, ça veut dire l'affichage non autorisé. Payment required, qui est forbidden. Not found. Not found, ça veut dire que on n'a pas trouvé le serveur. D'accord. Si je passe vers 500, dans 500, internal server error. Donc pour 500, plus, ce sont des erreurs du serveur. D'accord. Et à ce moment-là, l'administrateur web, une fois il trouve 500, ça veut dire qu'il doit voir le serveur, est-ce qu'il a des problèmes ou pas. Donc pour voir ce contenu-là, passons maintenant vers notre page et cliquez à droite et vous tapez et vous choisissez inspecter à la fin. Et en inspecter, dans inspecter, on va chercher ça c'est le réseau, performance, non, les éléments, donc le console, source, non c'est pas ça, je vais voir, performance, sécurité, mémoire, l'application, c'est pour les, non c'est pas ça, les éléments, l'écouteur d'événements, calculer, ça c'est les styles, l'accessibilité, attends, c'est les problèmes, attends, voilà, donc ça c'est les styles, les mises en page, l'écouteur d'événements, le point d'homme, les propriétés, c'est les propriétés on va les voir par la suite. Il y a l'accessibilité. Donc, il y a une zone où, j'ai oublié où se trouve, c'est-à-dire il vous donne, une fois je tape le localhost, directement, il va me donner que, normalement, c'est 200, c'est-à-dire... ça, c'est, je tape source, là, il me donne le contenu de mon serveur. Voilà, bonjour tout le monde. Le réseau, c'est-à-dire ça c'est voilà, c'est l'état, voilà. Donc dans le réseau, je vais réexpliquer la partie réseau. En fait, je vais taper, regardez, lorsque j'ai tapé, j'ai relancé le serveur, j'ai relancé la page, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne que chaque fichier avec l'arrivage d'Hero. Quand est-ce qu'il a arrivé
dans mon navigateur. Donc, là, vous trouverez des fichiers .js. Son état, l'état ici, c'est 200. 200, ça veut dire que le fichier a été bien reçu. Le type de ce fichier-là, l'initiateur, sa taille et la durée d'arrivage. 14 millisecondes, 2 millisecondes, et ainsi de suite. D'accord? Donc, puisque j'ai reçu ici 200, ça veut dire que les fichiers ont été bien arrivés. Voilà. Si par exemple, je vais arrêter le serveur, qu'est-ce qu'il va donner? Actualiser. Normalement, il n'y a rien qui sera affiché. Une fois je tape notre serveur, et voilà, directement, il lance. Voilà, il va tracer les fichiers, d'accord, récupérés ou reçus du serveur pour afficher c'est-à-dire la page. Avec le type, l'état actuel de chaque fichier. Good. Des questions? C'est bon? Je reprends. Donc ça, c'est le statut code. C'est le statut. Il s'agit d'un code HTTP à 3 chiffres qui indique l'état de la réponse. Est-ce que c'est OK ou non OK? Est-ce que le serveur, il y a un problème dans le serveur ou dans le navigateur et autres. Le header, c'est-à-dire l'entête, ce paramètre contient les entêtes de la réponse. D'accord? On peut spécifier les entêtes, personnaliser, je peux personnaliser mes entêtes, d'accord? En utilisant content type, je peux définir les cookies en utilisant cette cookie. D'accord? Je peux faire des communications entre entre les pages en utilisant l'entête. Je dois faire accepter les getters. Les getters et les setters, ça veut dire je peux faire accepter la communication entre les pages à l'aide de l'entête. Donc, dans l'entête, je dois ajouter des lignes pour accepter la communication entre serveurs et entre pages. Parce qu'il y a de sécurité derrière. Pour les cookies, qui peut m'expliquer les cookies? Quels sont les cookies? Ce n'est pas les cookies qu'on mange. Les cookies, c'est quoi le rôle des cookies? Bien sûr, vous avez déjà vu chaque site, il vous donne, est-ce que vous accepterez les cookies ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire les cookies? Un fichier ou des fichiers qui stockent quoi? Qui stockent quelques informations dans un fichier, d'accord, qui sera mis dans le serveur. Donc ici, voilà les cookies. Si je clique sur l'information ici, voilà les cookies. Je peux gérer les cookies. Voilà. Ici, ça, c'est localhost. Je peux supprimer et fermer les cookies. D'accord. Je peux les voir. Je peux voir même les cookies à l'aide de l'inspection. D'accord. Donc, c'est quoi le rôle des cookies? C'est quoi leur objectif? Ça, c'est normalement c'est quoi c'est pas l'objectif, mais quel est l'intérêt des cookies? Mémoriser. Mémoriser, oui. Mémoriser quoi? Faciliter. Très bien. Donc, on enregistre quelques informations, à savoir dès que notre login, mot de passe et tout, pour me faciliter la tâche pour la prochaine fois. Si je veux, par exemple, j'ai créé un formulaire, j'ai tapé les noms, c'est-à-dire j'ai mis des informations sur le formulaire ou login mot de passe. Si j'accepte pas c'est-à-dire les cookies, à ce moment-là,
pas être enregistré et du coup, je vais retaper les informations. D'accord? Donc, si je veux réutiliser de manière facile, j'ai directement, si j'accepte les cookies, je peux réutiliser mes données de mon ordinateur. Mais, il faut faire attention, puisque j'accepte les cookies, je ne dois pas donner mon ordinateur à un autre. D'accord? Parce qu'il peut réutiliser mes cookies. Parce que les cookies, chaque cookie, on doit définir le nom du cookie et aussi la durée de vie du cookie. D'accord? Voilà. Bien sûr, pour la sécurité, surtout les banques, les cookies, c'est momentané. Une fois que je ferme la fenêtre, la cookie va être supprimée. D'accord? Mais pour les sites standards, les cookies vont rester plus ou moins une année. En général, ils font 365 normalement. Il y en a qui font 2 jours, 3 jours. D'accord? Ça dépend d'eux. On va les voir au fur et à mesure. Bien sûr, il y a une partie qu'on va voir les cookies et les sessions. D'accord? OK. Bien sûr, dans l'entête de content type, dans le protocole ou l'entête content type ou la content type, dans le protocole HTTP, sert à indiquer le type MIME de ressources. D'accord? À savoir, en l'occurrence, on parle de texte HTML. Texte HTML, c'est le type c'est du HTML qu'on va mettre dans la page. Application JSON, c'est-à-dire le format du contenu, c'est JSON. Si je veux par exemple ajouter des images, je dois donner comme mime image JPEG. Je peux afficher du PDF, explain, ce sont des fichiers texte, multiparts form data, il est utilisé pour les formulaires avec des fichiers. Je peux ajouter des vidéos, je peux ajouter ce que je veux. Donc les types MIME, on a énormément de types MIME déjà prédéfinis. D'accord? Si je veux par exemple afficher même du Word, afficher du PowerPoint, je peux afficher vidéo, des data. Donc il faut bien choisir le type. Bien sûr, on va voir FTP. Donc voilà un exemple pour afficher des entêtes dans ma page. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis voilà request.headers. Request.headers, c'est tout simplement pour afficher les types des entêtes, ou le contenu d'entête. Ici, j'ai ajouté response.writeHead, status code, status message, headers. J'ai ajouté aussi writeHead, 200, OK, content type, text HTML, Quartet, UTF-8. Qui peut m'expliquer ce qu'il y a? Oui. Oui. C'est-à-dire que 200 c'est OK, c'est-à-dire la communication c'est correct. Le contenu. Bien. C'est un type HTML, c'est une page HTML. Hein. Très bien. C'est le type de caractère qu'on va utiliser. Char set, c'est caractère set, le setter. Ça veut dire qu'est-ce que je veux utiliser. Est-ce que ces caractères, c'est anglais ou français ou autre? Quel est le type de langage? Unicode. UTF-8, c'est unicaractère. C'est américain normalement. Il n'y a pas d'accent. Ils n'acceptent pas, je pense, les... Hein? Les caractères américains, oui. Il y a UTF-16, il y a d'autres... OK. Je pense... Et par la suite, j'ai mis response.write, H2 ou H1,
c'est les types de titres. Et voilà, ça, on l'a déjà fait. Donc, écrivons maintenant seulement console.log request. Voir quelles sont les informations qui vont être affichées. Donc, je vais miniaturiser le terminal. Et après, je passe vers serveur. Et console log, au lieu de mettre HTTP, je vais supprimer cela pour ne pas avoir énormément d'informations. Et à l'intérieur de create server, je dois ajouter console.log request, seulement request, point virgule. CTRL-C et CLS. Je vais voir le résultat, donc node serveur. Il m'a rien donné, donc je dois taper entrée. Voilà, entrée, qu'est-ce que ça veut dire entrée? Pourquoi j'ai mis entrée? C'est comme si j'ai envoyé au serveur localhost 2.3000. C'est pour ça. Et une fois j'ai lancé, lorsque j'ai tapé localhost 3000 et entrée, c'est comme si j'ai envoyé au serveur ce message-là. Et directement, il va déclencher l'exécution de HTTP create server avec la ligne de console.log request. Voilà les requêtes récupérées. Voilà, énormément d'informations qui se trouvent dans request. Tout ça, ce sont des requêtes, ce sont des informations de requêtes, à savoir row headers, HTTP version minor, HTTP version, c'est la version de HTTP. Quoi d'autre? Voilà l'URL, la méthode utilisée c'est get, et non pas post. CSS code, il y a le client. Donc il y a énormément d'informations récupérées. Bien. Je vais mettre seulement headers. Je vais chercher que les informations de l'entête qui se trouvent dans le request. Donc pour récupérer seulement request et header, donc je dois taper point et je dois chercher seulement headers. Donc voilà, tout ça, ce sont des méthodes récupérées. Donc je dois taper headers, voilà, headers. Voir ce que ça veut dire headers. L'entête. Donc ce sont les informations CLS pour effacer l'écran. Je tape node serveur. Il m'a rien donné. Tout simplement, je dois taper entrée pour lancer le message au serveur. Et voilà. Et voilà ce qui se trouve dans la requête headers. Donc, request headers, qu'est-ce qu'il m'a donné comme information? Il m'a donné, voilà, il m'a donné le nom de l'hôte, host. Il m'a donné host 3000, c'est le serveur lancé. Les connexions, keep alive, c'est-à-dire est toujours resté en vie. Cache control, c'est-à-dire le contrôle de cache, max âge, c'est 0. Il n'y a pas de cache où l'âge maximal de la vie du cache, c'est 0. Voilà, il y a la plateforme utilisée, c'est Windows. Il a récupéré ce que j'utilise, c'est Chromium, Google Chrome. D'accord, ça c'est les informations de mon navigateur. La plateforme que j'utilise, c'est Windows et non pas Linux. Voilà, user agents, c'est-à-dire si je veux récupérer l'agent utilisateur, ça c'est Mozilla 5, ça c'est le navigateur accepté, que je peux accepter. Voilà, accepts. Il peut accepter texte HTML, c'est le code MIM, application XHTML, application XML, les images, il peut accepter l'image AVIF avec l'extension AVIF, WebP, APNG.
JPG, je pense, ça passe. Il y en a énormément d'informations. Quoi d'autre? Le codage, le type de codage. Il peut utiliser gzip, c'est-à-dire la compression. Accepte langage. Voilà, les langages acceptés, c'est français, FR, US, English. Et voilà. Les types de connexion, c'est Keep Live, on l'a vu. Voilà. Donc, tout ça, c'est les messages, ou les informations récupérées dans headers. Donc, je peux les réutiliser. Si je veux, par exemple, voir seulement l'hôte, je peux dire request.headers.host. Voilà. Je veux voir seulement l'hôte, le type de l'hôte que j'ai dans mon information. Donc, il va m'afficher seulement cette ligne-là. Donc, je vais arrêter le serveur, CLS, et je vais le relancer. Je vais exécuter énième fois le localhost 3000. Voilà. Voilà. Il me donne localhost 3000. C'est-à-dire il a récupéré seulement le port. L'hôte, pardon. L'hôte. D'accord. Donc, ce sont en fait, le request et response, ce sont deux arguments que je peux avoir avec les informations utilisées dans le serveur. Donc, si je tape request, il va me donner les méthodes et les paramètres à définir. C'est pour la requête. La requête de qui? Du client. C'est-à-dire, si je veux envoyer quelque chose, si je veux demander quelque chose. Donc, le fait de mettre localhost 3000 et entrer, ça veut dire que j'ai envoyé, en tant que client, une requête qui s'appelle localhost 3000 vers un serveur. La réponse que j'ai reçue ici, cette réponse-là, et la réponse en arrière-plan, il est encapsulé ou envoyé avec l'argument response. C'est clair. Vous avez compris la différence entre request et response. Request, c'est l'argument que je peux l'utiliser. Je peux, c'est-à-dire, je peux donner, je peux envoyer en tant que client des choses. La réponse, c'est les réponses que je dois avoir depuis le serveur. Voilà. Good. Donc, bien sûr, par la suite, une fois on avance surtout l'Express et c'est-à-dire dans React, lorsque je veux créer, par exemple, des pages web, je dois définir quelques entêtes. Des entêtes si j'ai des messages spécifiques, d'accord, pour faire, par exemple, la communication entre des pages, alors entre des serveurs. À ce moment-là, je dois prédéfinir des entêtes. À ce moment-là, je dois utiliser response.writeHead. Donc, je la souligne. Comme ça, une fois on l'utilise, vous pouvez la comprendre. Très bien. Donc là, HTTP headers, on peut définir les variables globales. On utilise l'interpolation dans template littéral. Donc celle-là, on l'a déjà vu. C'est $, en fait, $ et les accolades, on l'appelle l'interpolation. L'interpolation, j'interpole, j'appelle les variables à l'intérieur de template literals. Donc ici, on peut définir une variable et l'associer au serveur. Donc ça, on l'a déjà vu. C'est-à-dire, je peux définir des
des variables comme port hostname, on l'a déjà fait, et les réutiliser à l'intérieur. Voilà. Parfait. Maintenant, ce que vous remarquez ici, la dernière information que je vais vous donner aujourd'hui, c'est, comme vous voyez, lorsque j'exécute localhost 3000, pardon, je pense que j'ai arrêté, non, j'ai pas arrêté le serveur. Ça doit m'afficher l'information de bonjour. Voilà, server, et j'ai ajouté bonjour tout le monde et le titre. Donc je vais arrêter le serveur et je vais le relancer, actualiser, et voilà, donc bonjour tout le monde. Et H1 n'est pas défini. Donc comment je peux exécuter le HTML à l'intérieur de ma page? Donc normalement je vais essayer en définissant l'entête. Si je mets ici response.writeHead, writeHead, entre parenthèses, je vais reprendre là, donc voilà, response.writeHead, je dois ajouter le nom du statut, c'est le numéro de statut c'est 200, j'ajoute le nom du statut c'est OK, et je dois ajouter content type, le content type, je dois taper, c'est du texte HTML, c'est-à-dire le contenu que je vais envoyer, c'est du texte HTML. D'accord? Je dois définir cette entête-là, donc je dois mettre, là je vais me mettre dans writeHead. Ici, il va me dire, voilà, vous pouvez ajouter le status code, number, status message, c'est-à-dire le message de statut, et l'entête que vous devez ajouter. Et voilà, il vous donne des exemples qu'on peut utiliser. Donc, je peux ajouter directement celle-là, je peux copier celle-là, tout court, CTRL-C, et CTRL-V. Voilà, writeHead. Donc, j'ai ajouté 200. Ça, c'est le numéro de statut. J'ai ajouté explain. Normalement, celle-là, je dois la supprimer. Je dois mettre ici texte HTML. Donc, HTML. Et voilà. Et voir ce que ça donne. Donc, je vais réexécuter le serveur. Par la suite, on va faire serveur qui se réexécute de manière automatique par la suite. Donc, actualiser, et voilà. Il a pu interpréter le HTML. D'accord? Donc, l'entête me permet de définir c'est quoi le contenu. Est-ce que c'est un contenu que je vais afficher, c'est du texte HTML ou du texte plain, c'est-à-dire du texte comme Word, ou des vidéos ou autre. D'accord? Donc, c'est très important de ce qu'on a mis response.writeHead. Voilà. Des questions? Très bien, donc je pense qu'on arrête là. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon fin de week-end et à la prochaine fois, Charles. Merci beaucoup.